Présente-toi, quel est ton parcours et surtout qu'est-ce que le transgénérationnel? Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence. Alors, je vais me présenter pour les nouveaux, peut-être sur cette chaîne. Mais moi, c'est Manuela. J'accompagne depuis 2019 en libération transgénérationnelle. Donc, j'accompagne avec de l'hypnose, j'accompagne avec des soins énergétiques multidimensionnels. Et surtout, ma spécificité, c'est le transgénérationnel. Alors, qu'est-ce que c'est le transgénérationnel? Le transgénérationnel, c'est tout ce dont on hérite de nos ancêtres, de notre famille, qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas du tout. Vous pouvez par exemple hériter de la couleur de vos yeux, de la couleur de votre peau, vous pouvez hériter des mémoires comportementales, des mémoires émotionnelles. Et en fait, euh, dans mon accompagnement, je vous accompagne vraiment à développer votre présence, à développer euh, à vous retrouver, à vous connaître par le biais justement de tout cet héritage-là, qu'il soit conscient ou qu'il soit inconscient. Vous n'avez pas forcément besoin de connaître toute l'histoire de votre famille. Et c'est ça qui est beau en fait avec la libération transgénérationnelle, c'est qu'une fois qu'on met l'accent sur ce qui pouvait être inconscient, on reprend le pouvoir et la possibilité de pouvoir être soi. Et, et ça c'est merveilleux parce qu'on peut commencer à devenir soi sur son chemin et à avancer beaucoup plus libre et beaucoup plus conscient. De quelle façon as-tu été amené aux soins transgénérationnels? Alors, comment je suis arrivée aux soins transgénérationnels? C'est d'abord en essayant de me connaître moi. Parce que de prime abord, en fait, j'ai d'abord commencé par faire médecine. Et en médecine, en fait, j'ai commencé à plus me plaire dans ce domaine-là. Et pour moi, je ressentais vraiment que c'était quelque chose qui était de l'ordre de quelque chose qui n'émanait pas de moi. Donc, en fait, en 2009, j'ai commencé à savoir le pourquoi je n'avais plus envie de faire médecine alors que toute ma vie, j'ai voulu faire médecine. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir la kinésiologie, à laquelle j'ai commencé à me former sans forcément terminer parce que voilà, plein d'autres de situations particulières dans ma vie à ce moment-là. Mais ça m'a amené petit à petit en fait à rencontrer quelqu'un qui, en travaillant sur mon corps, a interrogé mon corps, a découvert plein de choses. Et alors, par curiosité, petit à petit, d'un fil à l'autre, en fait, je me suis dit, bon, ben tiens, ça m'intéresse, ça pique ma curiosité. Et j'ai commencé à faire des recherches sur moi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître les soins transgénérationnels. Pourquoi as-tu choisi d'en faire ton métier? Alors, ben, la curiosité, la curiosité d'aller me découvrir parce que euh, on m'a révélé que j'avais été jumelle à ma naissance, ce qui a piqué ma curiosité. Ensuite, je suis allée interroger ma famille. J'ai commencé à chercher en fait le pourquoi du comment. Il y a certaines choses que je savais pas. Et j'avais pas forcément des personnes qui pouvaient me donner des réponses à, à toutes les questions que je me posais. Donc en fait, j'ai voulu me former pour, euh, pour ne pas dépendre en fait d'un thérapeute, entre parenthèses. Donc je me suis formée et en me formant en fait, ben, il fallait pratiquer. Et pour pratiquer, j'ai eu besoin d'avoir des cobayes. Donc, alors, c'est pas très joli, hein, le terme cobaye, mais j'ai commencé à tester euh, la formule, entre parenthèses, sur ma famille. Et petit à petit, en fait, les gens ont commencé à avoir des résultats. Donc, ça a commencé par de la perte de poids. En plus, j'étais coach sportif à la base, enfin, au départ. Enfin, mon parcours, il est long. J'ai fait tous les métiers du monde. mais, mais en fait, j'ai commencé par le coaching. Je me suis rendu compte aussi que les personnes en fait qui venaient en coaching pendant que je me formais, elles n'avaient pas forcément les résultats qu'elles voulaient. En tout cas, c'était pas durable. Donc en fait, j'ai commencé à me questionner sur le corps. Ensuite, j'ai commencé à me questionner sur le mental, comment les gens peuvent commencer à penser. Et aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait l'épigénétique, qu'il y avait l'histoire de notre famille, qu'il y avait plein de paramètres en fait qui rentraient en compte. Et en fait, on est, nous, des êtres avec un bagage transgénérationnel dont des ancêtres, un bagage karmique donc des différentes vies, et en même temps, on porte tout ça dans nos cellules. Donc, en fait, de travailler sur un thème ou sur l'autre, en fait, ramène à revenir à soi, à se connaître, à conscientiser plein de choses. Et c'est comme ça que j'ai eu la motivation parce que les gens sont venus à moi
Donc c'est un parce peu qu'ils voyaient les l'événement résultats. déclencheur Voilà, dans vos vies qui vous a voilà. poussé à faire ce métier. C'est qu'en fait, j'ai pas eu... Oui, c'est ça, c'est que c'est venu naturellement, en fait, se poser à moi, où les gens ont commencé à être dans la demande. Et, et naturellement, j'ai dit, OK, on y va. Comment définirais-tu les soins transgénérationnels pour des personnes novices dans le domaine? Alors, les soins transgénérationnels, c'est une approche un petit peu multidimensionnelle. Parce qu'en fait, en libération transgénérationnelle, on va autant toucher au corps, parce que le corps porte en fait la mémoire justement de tout ce qu'on est énergétiquement. Donc on va toucher au corps, on va toucher à l'énergie, parce qu'on est des êtres énergétiques, donc faits de particules qui sont rassemblées, donc qui forment notre corps. Et on va toucher également à tout notre bagage conscient, notre bagage inconscient. Sachant que le bagage inconscient, c'est tout ce qu'on va justement en libération transgénérationnelle mettre en lumière, en compréhension, pour que la personne puisse se retrouver elle. Et en fait, en allant dans cette compréhension de ce qui était inconscient, on a la possibilité de choisir le chemin, d'être maître en fait du chemin qu'on a envie d'explorer au lieu d'être un petit peu, de subir ce chemin-là. Donc voilà. Quelle technique ou approche utilises-tu? Alors j'utilise plein de techniques. En fait, ça dépend vraiment des personnes. Il va y avoir des personnes, les séances sont complètement atypiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui va venir pour une problématique de physique et on va aller au niveau physique comme on peut aller au niveau énergétique sur plein de domaines. Alors moi, j'utilise quoi? Je suis formée concrètement en psychogénéalogie, je suis formée en hypnose ericksonienne et régressive. Euh, je suis formée en énergétique, donc en Laoshi. Moi, j'utilise beaucoup l'énergie Laoshi. Après, aujourd'hui, ben, c'est une pratique que j'ai envie de dire, je me laisse aussi guider en énergétique. J'utilise pas que du Laoshi sur lequel j'ai été formée. Euh, J'utilise beaucoup de l'émotionnel et du comportemental parce qu'on porte des mémoires émotionnelles qui viennent aujourd'hui impacter notre vie. D'ailleurs, ce sont ces émotions-là qui viennent créer de l'anxiété, qui viennent générer des peurs, qui viennent générer du stress chronique ou de l'inflammation corporelle, et en fait qui font que du coup on met en place des comportements, donc on met des protections, des masques en fait, et qui ne sont pas forcément bénéfiques dans notre vie. Donc voilà. Donc en fait, l'idée en libération transgénérationnelle, c'est d'utiliser un petit peu la palette nécessaire à la personne en face de soi pour revenir en fait à ce qu'elle reprenne son pouvoir petit à petit et à devenir, à se comprendre en fait et à avancer en paix. Quelles compétences utilises-tu lors de tes séances que tu n'as pas forcément apprises durant tes formations théoriques? Alors, en séance, tout d'abord, je vais me connecter à l'âme de la personne. Je me connecte toujours à l'âme de la personne en libération transgénérationnelle. Et après, je peux avoir une connexion avec les défunts, ce qui n'est pas automatique. Je connecte aux différents mondes. Quand je parle de différents mondes, ça peut être les êtres galactiques, ça peut être les mondes de la nature, ça peut être également les êtres de lumière. Alors tout ce que j'appelle les êtres de lumière, c'est les archanges, ce sont les déesses, Isis, Durga, ça peut être aussi la Vierge Marie. Vraiment, en fait, c'est vraiment en résonance avec ce que la personne me présente en face. Je me connecte toujours, en fait, c'est comme si on était, lorsque la personne vient me consulter, c'est comme si on était alignés sur le même plan. Et ensuite, moi, je vais l'accompagner à aller, par exemple, parfois briser des paliers pour aller sur différents autres plans, différents autres mondes, pour avoir la possibilité de se rencontrer peut-être différemment ou peut-être ici dans son corps physique. Et j'ai aussi cette faculté à ressentir physiquement ce que la personne en face peut ressentir émotionnellement et parfois même physiquement, et aller lui dire vous avez mal à cet endroit-là, est-ce que c'est récurrent, est-ce que c'est chronique ou autre, pour justement aller travailler sur la symbolique euh, du corps, le message que le corps a à donner, parce qu'il y a toujours en fait un message du corps et qui va peut-être nous amener à aller connecter à autre chose. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je connecte en séance.
Comment une personne peut-elle envisager de recourir à une libération transgénérationnelle? Ah, très bonne question. Alors en fait, on peut se poser la question de venir aborder le domaine transgénérationnel parce que on peut ressentir en fait que on ne s'entend plus avec sa maman, avec ses parents, avec sa famille, que les relations commencent à être compliquées dans notre vie. Il y a le domaine relationnel, il y a le domaine de la santé. Donc en fait, on a vu des médecins, on a vu plein de praticiens, j'ai envie de dire de la médecine conventionnelle. Bien évidemment, je ne suis pas médecin, donc je ne recommande surtout jamais d'arrêter son traitement, mais disons que ça peut être, l'approche transgénérationnelle peut être complémentaire parce que parfois, on vient en fait reproduire des maladies ou des maladies de nos ancêtres, ou en fait venir être celui qui va porter cet héritage en fait transgénérationnel pour venir complètement l'arrêter. Je vais donner un exemple concret. On a tous plus ou moins des ancêtres qui ont connu la guerre. Donc en fait, ayant connu la guerre, il y a aussi cette notion d'avoir connu la famine, d'avoir souffert. Pour des personnes qui ont connu par exemple la famine, aujourd'hui, concrètement, dans notre vie, on ne connaît pas du tout la famine, mais on peut venir ici par exemple avec un diabète. On ne sait pas pourquoi on a le diabète, mais en fait, si un ancêtre a- a souffert de famine, donc forcément, en fait, à un moment donné, son foie, son pancréas s'est déréglé, ce qui fait qu'il y a eu surproduction d'insuline pour aller donner du sucre au corps. Et en fait, quand on va arriver ici, il va y avoir cette surproduction alors que nous, on mange. Donc en fait, qu'est-ce que fait la médecine? Elle vient en fait donner et essayer de faire réduire par les médicaments le taux de sucre dans le sang, ce qui fait qu'on a des diabètes. Donc en fait, ça, c'est concrètement une mémoire de famine. Et il peut aussi y avoir des comportements, par exemple, euh, j'ai besoin d'avoir plusieurs paquets de pâtes dans le placard parce que j'ai peur de manquer. Ça peut être de manque de la nourriture, ça peut être manque financier parce qu'on veut toujours avoir en fait quelque chose. Et on peut aussi avoir dans le domaine relationnel. Les gens peuvent venir me voir dans le domaine, pas relationnel, pardon, amoureux, intime, privé, du coup, des situations où elles tombent tout le temps sur les mêmes schémas répétitifs. Ça veut dire que quelqu'un a vu sa maman avoir une relation de couple qui n'était pas forcément harmonieuse. Donc, je parle de la maman, je peux aussi parler des parents en général. Et sans vouloir répéter ça, vient quand même dans sa vie répéter le même schéma et se dire moi, je ne veux surtout pas épouser un homme qui sera comme mon père. Et bien, qu'est-ce qu'on fait en partant avec ça? Allez, bim, on tombe sur un homme qui est comme notre papa. Et en fait, ou je tombe sur une femme qui est comme ma mère. Et en fait, c'est ça qu'on appelle des répétitions de schémas. Et l'objectif, en fait, en libération transgénérationnelle, c'est déjà de faire remonter tout ça à la conscience. Une fois qu'on a conscience que là, il y a un schéma qui se répète, donc possiblement une loyauté envers son père, une loyauté envers sa mère alors qu'on ne le veut pas, parce on essaye de prendre ce qu'on appelle en fait le contre-pied, et bien en fait on vient quand même reproduire incessamment les mêmes schémas. Donc en fait on va déjà dans la compréhension et ensuite on va dans la libération de faire le choix. Est-ce que toi tu décides aujourd'hui de refaire le même schéma ou pas? Et en fait on va libérer ça au niveau énergétique, ce qui fait qu'il y a facilité du coup, vu qu'on a libéré ça, au niveau énergétique, il y a facilité à venir poser en fait un comportement qui serait adéquat avec ce que nous, on souhaite, et plus forcément une loyauté quelconque envers nos parents ou autres. Confirmes-tu que les soins transgénérationnels peuvent venir en complément de la médecine traditionnelle? Oui, totalement. Je ne dis, alors moi, je ne dis jamais d'arrêter un quelconque traitement parce que je ne suis pas du tout médecin. Je viens en fait vous donner la possibilité de vous rendre compte que votre corps peut exprimer vient de vous donner des messages et que c'est important d'écouter ces messages-là pour avoir la compréhension de ce qui se joue. Un exemple, c'est que quand vous êtes quelqu'un qui vous oublie complètement, vous avez souvent des torticolis, vous avez souvent mal ou vous avez l'impression d'avoir une charge énorme sur les épaules. Torticolis, vous allez voir le kiné X fois, il vous trifouille au niveau du corps, enfin bref, excusez-moi pour le terme, il vous manipule au niveau du corps. Et en fait, vous vous couchez, le lendemain, vous vous retrouvez toujours avec un torticolis. Et là, en fait, votre corps, il vient vous dire quoi? Soit difficulté, rigidité à tourner en fait la tête, donc
à changer, j'ai envie de dire, de vision. Donc, il y a une notion de « je ne veux pas lâcher prise ». Qu'est-ce qu'on ne veut pas lâcher à ce moment-là? Et il y a aussi la notion au niveau des épaules, du coup, aussi de qu'est-ce que tu portes trop qui ne t'appartient pas. En fait, il y a plein il y a plein de compréhensions à avoir en fait sur un malaise physique, sur une maladie. Et quand on comprend déjà ça, on comprend en fait qu'on n'est pas défini par notre maladie ou par autre chose, mais que ça, ce n'est pas un ennemi, ça vient en fait nous montrer qu'on a une autre voie à prendre. As-tu des exemples marquants de personnes que tu as accompagnées? Oui, totalement. Alors, moi, ma plus grande fierté, c'est quand j'accompagne en fait des couples ou des femmes qui viennent en infertilité. Alors, c'est pas mon domaine, hein, l'infertilité, mais c'est ma plus grande fierté. J'ai plein de bébés partout. Et en fait, souvent à la base, ça peut être soit il n'y a rien, il n'y a pas de problématique du tout au niveau médical. Et ces personnes-là, ben, elles ont cherché, elles sont en parcours PMA des fois, et elles arrivent à se dire, bon ben tiens, j'ai tout essayé, et si en fait, je testais le transgénérationnel, et si peut-être la clé était dans mes racines, dans mon arbre, dans mon système familial. Et en fait, parfois, quand qu'elles connaissent ou qu'elles ne connaissent pas, on vient souvent mettre en lumière que parfois, il y a une loyauté qui vient s'opposer. Le cas concret que j'ai accompagné, c'est une femme en fait on est remonté à 1, 2, 3, 4 générations, parce qu'elle avait eu la possibilité de connaître sa grand-mère. Et en fait, on s'est rendu compte que le premier bébé, à chaque fois, mourait, décédé. C'était fausse couche. La toute première fois, c'était un avortement parce qu'il n'y avait pas possibilité à ce moment-là. Donc, en fait, à l'époque, en fait, on faisait ça avec des aiguilles, je crois, à tricoter, un truc comme ça. Ensuite, la génération suivante, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Elle a voulu avoir un enfant. Mais comme il y a eu cette loyauté déjà, de base, le premier enfant n'est pas viable, qu'est-ce qui s'est reproduit? Le premier enfant, il y a eu fausse couche. Le deuxième enfant est né. Et comme la fausse couche a été cachée, la femme aujourd'hui, elle arrive en consultation, ne sachant pas qu'elle est venue en deuxième position avec une fausse couche qui n'était pas su, en fait, qui n'était pas dit. Mais en fait, elle va avoir son premier enfant qui va décéder et en fait avoir forcément comment dire, concrètement, en fait, la personne qui était venue me consulter, elle n'arrivait pas du tout à enfanter. Donc, en fait, il n'y avait même pas fausse couche, il n'y avait même rien du tout. Elle a fait un parcours PMA, il y avait une infertilité, il n'y avait pas d'infertilité du tout physique, donc ils appelaient ça une infertilité psychologique. Et en fait, l'infertilité psychologique, c'était quoi? C'était ma mère, c'était la loyauté à ma mère n'a pas réussi à avoir un premier enfant. Donc moi, en fait, aujourd'hui, je ne veux pas perdre cet enfant-là, donc je ne veux pas que ça rentre. Donc en fait, en ayant compris ça, elle est allée poser les questions. Parce que ça, en fait, c'est qui m'a révélé ça, parce que la personne ne connaissait pas cette histoire-là. C'est le corps de la personne, c'est son âme. Elle porte dans ses cellules, en fait, la mémoire de souffrance d'avoir vécu cette fausse couche sans avoir la possibilité d'en parler. Parce qu'il ne fallait pas le dire, il fallait vite fait refaire un enfant derrière, en fait. Il fallait l'occulter, ce truc-là. C'était pas nécessaire. Donc, vite fait, on a fait la nouvelle, la femme qui était devant moi. Et en fait, quand on a posé la compréhension sur un enfant est arrivé avant moi et je n'ai pas à être loyale envers ma mère parce qu'elle n'a pas eu de premier enfant, aujourd'hui je peux décider d'avoir un enfant viable, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Alors ce n'est pas la même chose qui se passe chez tout le monde parce que bien évidemment nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas du tout le même héritage, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Peux-tu nous partager d'autres exemples avec des cas un peu plus personnels? Oui. Alors, la première raison souvent pour laquelle les personnes me consultent, c'est vraiment le domaine familial. Parce que qui dit souvent transgénérationnel, quand les personnes vont se renseigner, il y a génération. Donc, qui dit génération, dit familial. Donc, en fait, c'est souvent des problématiques en fait, au niveau des liens familiaux. Donc, les personnes viennent souvent avec ces problématiques-là. Je ne m'entends pas bien avec ma mère, mes enfants ne veulent plus me parler ou autre. Et en fait, souvent... j'ai un cas qui m'a particulièrement touchée d'une jeune fille qui ne voulait plus parler du tout à sa maman parce que il y avait cette compréhension. Enfin, elle a ressenti que sa maman ne l'avait pas aimée. Alors, on est bien parti. Elle
quand elle est venue me consulter, elle se disait « ma mère ne m'a pas aimée ». Donc, disant « ma mère ne m'a pas aimée », c'était son point de vue à elle. Donc, on est déjà parti dans une ouverture en se disant que, ok, ça c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle ressent, mais quel est le ressenti de sa mère? Donc, en fait, il y a eu besoin d'aller d'abord se questionner sur ça et de prendre une distance, en fait. Et quand elle a eu la possibilité de comprendre que sa mère, elle a fait comme elle a pu pour justement l'élever, pour justement la faire grandir comme elle pouvait, il y a eu cette ouverture qui s'est créée. Donc, le lien, en fait, a commencé à, j'ai envie de dire énergétiquement, sans forcément qu'elle discute, à changer. Et après, petit à petit, elle a été mère. Donc, en fait, elle est partie dans la compréhension de « Ok, je fais du mieux que je peux, mais je peux faire les choses de la manière dont je veux et penser que je peux le faire bien, alors que la personne en face ne le ressent pas comme elle voudrait. » Et en fait, c'est ça, c'est le fait d'avoir été mère et d'avoir eu ce recul-là sur la situation qu'elle a vécue enfant avec sa maman qui a fait que petit à petit, les choses ont commencé à changer. Et en fait, c'est pas en 1, 2, 3 séances, c'est que la personne, elle vient ouvrir quelque chose en séance. Et après, j'ai envie de dire, l'intégration de la séance, elle peut se faire en 1 semaine, en 1 an, en 3 ans. Cette femme-là, je l'ai accompagnée pendant 3 ans et on n'a fait que 2 séances. Donc, en fait, c'est vraiment une ouverture qui amène à petit quelque chose. Donc, ça a été aussi une de mes fiertés parce que quand j'arrive à réconcilier mère et fille, c'est quand même bien. Et après, il y a aussi... j'aimerais même parler du domaine quand même financier. Ça revient beaucoup aussi. Allez. Il y a aussi des personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont souvent l'impression d'avoir un bon travail, d'avoir un bon poste, de gagner assez bien leur vie et d'avoir quand même l'impression que l'argent leur file entre les doigts. Dès qu'il y a de l'argent, bim, il y a une problématique qui arrive, le frigo tombe en panne, les impôts qui tombent alors qu'on n'avait pas du tout prévu ça. Et en fait, ça fait partie d'une problématique transgénérationnelle où en fait, c'est ce qu'on appelle souvent les mémoires des paniers percés. Donc, en fait, les personnes, elles arrivent en se disant « Mais mince, alors je ne comprends pas, je travaille bien dans ma vie. » Mais en fait, souvent, quand on va travailler, on voit qu'il y a cette mémoire du panier percé. Et quand il y a la compréhension peut-être concrète d'un ancêtre qui aurait, je ne sais pas, dilapidé une fortune, ou un ancêtre qui aurait tout perdu en jouant, ou tout perdu en misant sur je ne sais pas quoi, ou qui aurait mal investi, parce qu'il peut aussi y avoir ça, ou qui s'est fait poignarder dans le dos. En fait, il y a déjà ce truc de se dire « Ok, là, en fait, ce n'est pas que moi. » Et comme ce n'est pas que moi, mais en fait, ça veut dire que je ne suis pas obligée de continuer ça. Et comme je ne suis pas obligée de continuer ça, déjà, il y a quelque chose qui change. On reprend un petit peu son pouvoir. Et après, au niveau transgénérationnel, souvent, comme je disais tout à l'heure, quand on libère énergétiquement, il y a ce truc de « Ok, je reprends mon pouvoir et je me mets au guidon de ma voiture. » En fait, je ne veux plus que c'est le mental ou l'ego ou les masques ou mes ancêtres qui viennent guider, conduire ma voiture. Voilà, pour reprendre l'exemple. Et un cas professionnel? Alors, ça peut être, on a du mal à s'épanouir dans son travail. On a fait plusieurs... c'est mon cas à moi. Tiens, c'est mon cas à moi. Après, il y a bien évidemment d'autres personnes, mais on ne sait parler que de ce qu'on connaît. Et en fait, j'ai eu du mal longtemps à m'épanouir dans mon travail parce qu'il y avait beaucoup de loyauté. Médecine, c'était pour faire plaisir à ma mère. Ensuite, le sport, c'était fait pour faire plaisir à mon père. Et en fait, je m'épanouissais. En tout cas, je me convainquais de m'épanouir dans ce domaine-là. Donc, j'avais une certaine conviction parce qu'en fait, j'y trouvais de la reconnaissance. Je me disais, tiens, si je fais ça aujourd'hui, mon papa va être content. Même s'il n'est plus là aujourd'hui, il y avait une certaine fierté. Ma maman va être contente ou autre. Et en fait, quand on commence à avoir cette ouverture d'esprit de se dire que je ne me sens pas bien et je ne suis pas obligée de faire quelque chose qui... Il y a souvent ce truc de, vu que j'ai un bon job, il faut que ça soit permanent. Et en fait, mais il y a ce truc de, si je m'épanouis, si je prends plaisir, en fait, je ne suis pas légitime. Mais en fait, on peut être légitime à prendre plaisir et à faire ce qui nous passionne. Et là, je vais revenir sur un sujet aussi qui est récurrent, c'est que souvent, le plaisir ne va pas avec argent. C'est que si tu prends plaisir dans un travail, tu ne peux pas gagner. On a beaucoup cette approche-là dans la spiritualité, c'est que si c'est un don, si je prends plaisir à aider les gens, je ne peux pas faire payer les gens. Mais pourquoi? Pourquoi on ne prendrait pas plaisir, en fait, et on ne serait pas épanoui et qu'on serait rémunéré et vivre de ça?
Pourquoi? Donc, il y a déjà cette problématique-là. Donc, quand on va dans cette optique-là, dans cette ouverture d'esprit, mais les personnes, en fait, elles ont tendance déjà à ouvrir quelque chose. Et petit à petit, ça fait son chemin, en fait. On effeuille, on enlève couche par couche jusqu'à atteindre le cœur, le noyau de l'artichaut. Et qu'en est-il des relations amoureuses? Oui, bien évidemment. C'est une des problématiques que je rencontre le plus en consultation. En tout cas, le pourquoi on vient me consulter. Souvent, les gens peuvent ne pas se sentir bien dans leur couple ou retomber sur des situations, surtout ce que j'appelle les trios. Alors, les trios, c'est quoi? C'est j'ai besoin de rencontrer un homme ou une femme qui soit libre. Mais bizarrement, je tombe toujours sur des personnes qui me mentent, qui sont libres. Ou des personnes qui disent être libres et qui vont quitter leur femme ou leur mari, mais qu'au final, ils quittent jamais. Et ça vraiment, et c'est ce que je rencontre le plus. Et derrière ça, en fait, il y a une énorme loyauté de se choisir. Si aujourd'hui, les ancêtres, on a beaucoup de femmes qui portent cette mémoire de résilience où elles, à l'époque, déjà, on ne décidait pas forcément de l'homme qu'on devait épouser. Il fallait épouser celui qui était le plus aimé par notre famille, en tout cas celui qui était présenté par notre famille, pour ne pas rester vieille fille. C'est un petit peu ça. Donc en fait, et si jamais on était vieille fille, on n'avait pas le choix. Il fallait prendre. Donc il y a déjà ce truc qui est en lien avec cette mémoire-là, cette mémoire de femme, qui fait que pour ne pas être vieille fille, en fait, on va prendre celui qui va nous choisir. Mais en fait, on a perdu de vue que la première personne qui doit nous choisir, c'est nous-mêmes. Et en fait, c'est exactement ça qu'on reproduit dans les trios. C'est qu'on va chercher à l'extérieur quelqu'un qui va nous choisir, alors qu'en fait, nous-mêmes, on ne se choisit pas. Donc, on attire à quoi à nous? Des personnes qui choisissent toujours l'autre et qui nous mettent en second plan. Donc, en fait, quand on va libérer cette mémoire de seconde main, second plan ou autre, de cette mémoire en fait de résilience où les femmes elles prennent le choix premier, mais en fait ça vient créer une ouverture en nous où on se dit ok, mais pourquoi aujourd'hui en fait je ne déciderai pas moi de commencer à me choisir et de ne pas forcément être loyale à ma mère qui elle n'a pas forcément été amoureuse en couple mais qui est restée et elle a donné peut-être l'exemple des enfants. Je suis restée parce que je ne voulais pas que mes enfants souffrent. Ou de cette grand-mère qui, elle, a accepté cet homme-là parce que c'était le plus aimé de la famille et qu'il fallait perpétuer quelque chose. Quand on vient libérer, en fait, cette mémoire, c'est souvent des mémoires, en fait, féminines, parce qu'on a vécu, encore une fois de plus, dans une société patriarcale, où l'homme, souvent, en fait, prenait le lead et la femme était un petit peu en dessous. C'est l'homme qui décidait. Bon, ça commence à changer maintenant. Sans que ça ne retrouve les déséquilibres. En fait, ça permet de reposer quelque chose. Et il faut savoir que ce n'est pas que des femmes qui portent cette mémoire féminine. Les hommes aussi portent une partie féminine qui peuvent s'exprimer dans ce type de relation. Donc, ça peut être des hommes qui, eux, vont aller vers des femmes qui ne veulent pas s'engager, des femmes qui ne choisissent pas cet homme-là aussi. Il n'y a pas que les femmes, en fait, parce qu'on sort tous d'un utérus, on a tous eu une maman, et en fait, on porte aussi bien du masculin et du féminin à l'intérieur de nous. Et je voudrais revenir quand même aussi sur un point, c'est que quand je parle de libération transgénérationnelle, de libération énergétique, quand je dis il y a quelque chose qui se libère énergétiquement pour que la personne vienne dans sa compréhension, c'est qu'en fait, vu qu'il y a compréhension, il y a cette notion de je ne subis plus, je ne suis plus obligée d'être redevable, je ne suis plus coupable de ce truc-là, mais il est surtout... Et du coup, ça enlève une charge émotionnelle. Donc du coup, comme on sent qu'il y a quelque chose en fait qu'on reproduit, mais qu'on peut changer, il y a quelque chose qui se pose. Mais attention, ce que surtout j'essaie d'expliquer, c'est que c'est pas parce que c'est nos ancêtres qui nous lèguent ça qu'ils sont responsables. Il ne faut surtout pas mettre la responsabilité de ce que nous, on vit aujourd'hui à « Ah, ok, c'est ma grand-mère qui a vécu ça, c'est ma mère qui a vécu ça, donc ah, c'est bon, je suis libérée, c'est leur faute. » Non, pas du tout.
Si vous portez ça aujourd'hui, c'est que votre âme a choisi de venir porter ça pour pouvoir s'élever et d'aller vers la compréhension et j'ai envie de dire aussi la reprise de votre pouvoir personnel. Et c'est vraiment ça qu'on recherche, de reprendre son pouvoir personnel, son lead, mais en se sentant en paix. Et quand on fait ça pour soi, on fait ça pour tout le système familial. La maman étant là, la grand-mère n'étant plus là, en fait, toutes ces femmes et ces hommes-là portant ces mémoires-là sont libérés en même temps que nous. Ça, c'est la libération énergétique. Et après, la libération personnelle, on est ce qu'on pense. Donc, en fait, c'est tout ce que vous allez mettre en place par vos mots, qui vont ensuite devenir des actions, qui vont ensuite devenir des comportements, des habitudes et qui vont faire partie inhérente de votre vie. Donc voilà, c'est comme ça qu'on évolue. Si je commence un soin, le travail transgénérationnel peut-il également libérer mon entourage ou ma famille? Oui, bien évidemment. En fait, quand on commence à faire un travail en libération transgénérationnelle sur soi, il est important pour moi de l'expliquer en séance, au tout départ de la séance, que quand on fait ce travail-là, on ne le fait pas du tout pour soi. On peut venir pour le faire égoïstement pour soi et c'est OK. Mais en fait, quand on travaille sur soi, on va impacter notre entourage le plus proche, on va impacter notre famille et on n'a pas forcément besoin d'avoir de contact avec eux. On vient travailler sur le système familial, ce que j'appelle souvent le système familial, ça peut être les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, les cousines ou autres, mais on peut aussi impacter notre entourage. Parce qu'on dit en fait que, alors on dit, il y a ce postulat qui émet qu'on attire à soi, c'est une vibration, on attire à soi ce qu'on vibre. On est le miroir de l'autre et l'autre est notre miroir. Donc en fait, pour honorer cette loi d'équilibre, en fait, il y a toujours ce truc-là de le système va chercher à l'extérieur à trouver l'équilibre. Donc en fait, s'il ne le trouve pas dans son système, il va le chercher à l'extérieur. Bon, là, je commence à aller un petit peu plus loin, je vais revenir. Oui, pour répondre à la question, c'est oui. On travaille pour soi, mais on travaille aussi pour les autres. Pour sa famille, pour ses amis, pour son entourage. Et ça m'amène à revenir justement sur le pourquoi j'ai commencé à lancer les soins collectifs. En fait, si vous voulez, on a un petit peu le temps qui s'accélère. Le temps s'accélère de plus en plus et moi, je manque aussi de temps. J'ai 24 heures comme tout le monde et j'ai besoin de continuer à m'épanouir dans mon métier, de continuer à m'épanouir dans ma vie personnelle également. Et les personnes ont besoin, le monde en fait a besoin d'avoir une résonance collective. Alors comment je pourrais l'expliquer avec des mots? Parce que je le ressens énergétiquement, les mots vont venir. En fait, il y a ce truc du un et du tout. Bon là, je commence à être un petit peu dans la notion un petit peu perchée entre parenthèses, mais ça ramène à quoi? Ça ramène à que lorsqu'on travaille sur soi, on travaille sur tout le système, on travaille pour notre famille, on travaille pour notre entourage. Et en fait, quand plein d'âmes travaillent sur elles dans une même intention, en fait, il y a un égrégore qui se crée, qui vient en fait impulser le travail personnel, mais aussi le travail collectif. Et en fait, c'est comme s'il y avait une accélération de quelque chose qui se présente. Vous venez par exemple dans une optique de travailler dans votre lien avec votre conjoint en consultation. Si vous faites la consultation personnelle, vous allez avoir des informations personnelles, peut-être sur votre famille ou autre. Si vous faites un soin collectif sans avoir fait la consultation personnelle, même sans avoir connu les personnes qui vont consulter, le soin énergétique va être tel que ce que vous n'avez pas envie de voir, les autres vont faire ce miroir-là. Et en fait, c'est comme si vous aviez, en consultation individuelle, vous avez un miroir et vous vous voyez en face. Donc en fait, vous voyez vos ancêtres. Et en soin collectif, en fait, vous avez votre petit miroir et vous avez toute la boule à facettes que vous ne voulez pas voir. Donc en fait, il y a un impact tel que parfois, on peut avoir tendance à négliger les soins collectifs alors qu'ils ont un impact impressionnant. Et j'ai pas envie de dire un accélérateur temporel, et j'ai quand même envie de le dire aussi parce que ça dépend vraiment de la façon dont la personne va intégrer tout ça dans ton corps et va accepter en fait toutes les libérations qui seront faites. Ça commence par le mental, mais si ça reste que dans le mental, 50% du travail est fait. Si vous intégrez pas dans le corps, c'est un peu comme si vous dites ouais, j'ai compris, mais comment je fais maintenant? Mais comment vous faites maintenant? C'est
vous transformez en fait ce que vous avez là par vos paroles, par vos pensées, et ensuite vous le mettez dans la matière, dans votre corps, qui est ici votre véhicule terrestre, et vous avancez comme ça. Donc c'est pour ça que les soins collectifs sont vraiment, vraiment importants. Qu'est-ce qui empêche une personne d'intégrer pleinement une libération dans son corps? Alors, ça c'est une bonne question parce que beaucoup de personnes ont tendance à ne pas intégrer dans le corps. Alors, qu'est-ce qui peut faire? Manque d'ancrage. On parle souvent beaucoup de manque d'ancrage. L'ancrage, c'est pas que faire du yoga, marcher pieds nus dans la terre, ça je tiens vraiment à le préciser. L'ancrage, c'est ramener la conscience à son souffle à l'instant présent. Quoi que vous fassiez dans votre vie et vous ramenez cette conscience à l'instant présent, vous êtes ancré. Donc vous pouvez être en train de cuisiner, vous pouvez être en train de jardiner, vous pouvez être en train de danser, vous pouvez être en train d'écrire, d'apprendre, vous êtes ancré. Si vous ramenez votre conscience dans l'instant présent et vous connectez à cette conscience-là, vous êtes ancré. Maintenant, quand on manque d'ancrage, on peut être ancré et ne quand même pas intégrer. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des fois la couche corporelle à aller intégrer. Je peux être présente dans mon corps à me dire « Ah ouais, chouette, j'ai libéré cette mémoire de je m'oublie dans ma famille, maintenant je vais apprendre à me choisir. » Ok, bien. Alors la question maintenant pour intégrer, c'est comment je fais? Il faut savoir qu'on est beaucoup dans le faire. On est énormément dans le faire et on a du mal à être dans l'être. Donc quand on apprend d'abord à être dans l'être, à ramener ce souffle dans notre présence, à se dire « Ok, je suis ici et la première personne qui doit me choisir, c'est moi », petit à petit, en fait, ça nous ramène à la notion de « Ok, comme je suis la première personne qui me choisit, comment aujourd'hui je fais pour me choisir concrètement ?» Ah ben tiens, j'ai envie de manger une petite tarte au citron. Ah ben tiens, j'ai envie de danser. Connectez-vous à vos envies et à vos besoins. Et en fait, ce qui fait souvent qu'on a du mal à intégrer, c'est qu'on est connecté à ce que l'autre va avoir envie de nous, ce que l'autre va penser de nous, en fait, on a besoin de l'approbation de l'autre. En fait, cachons les autres et revenons à nous, en fait, qu'est-ce que nous on a envie, qu'est-ce que nous, en fait, on ressent, de quoi on a besoin. Et en fait, quand on connecte à ça, on part déjà dans l'ancrage. Pourrais-tu nous parler des mémoires féminines en lien avec les mouvements corporels et le travail sur les fascias? Aussi dans l'intégration, ce que, comme je vous disais, c'est le véhicule corporel. Dans notre corps, en fait, on a ce réseau en fait qui permet de connecter notre système immunitaire, notre système circulatoire, notre système nerveux, notre système lymphatique. En fait, ce système-là est imprégné de tout ce qu'on appelle nos mémoires. Il faut savoir que la majorité des femmes portent les mémoires féminines, les hommes aussi, dans leur bassin. Le mouvement, c'est la vie. Et on a tendance à se dire, j'ai trouvé ce métier-là qui me plaît, je vais le garder du début jusqu'à la fin de ma vie. Ça, c'était à l'époque, ça. Aujourd'hui, le temps a changé. Donc, en fait, si on continue à se dire, oui, je veux garder ce métier-là parce que on peut donner toutes les raisons qu'on veut, parce que, mais si vous vous épanouissez plus, est-ce que, oui, il n'y a que le salaire qui est sécurisant, mais en fait, vous êtes en train de vous mentir. Donc, en fait, déjà là, il y a ce truc de, vous êtes en train de ne plus connecter à vos envies, de ne plus connecter à vos besoins. Donc, ça veut dire quoi? Manque d'ancrage. Donc, comme ça veut dire manque d'ancrage, ça veut dire sensation d'insécurité. Qui veut dire sensation d'insécurité veut dire fascia figé. Qui veut dire fascia figé, ça veut dire crispation. Crispation veut dire quoi? Manque de mouvement. Et pas de mouvement, ça veut dire quoi? Pas de libération. Donc, possiblement burn-out, anxiété, inflammation chronique du corps. Enfin, j'en passe. Mais en fait, on est en train de se limiter à vivre, en fait. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est connexion au fascia, tout ce qui est connexion à libération émotionnelle, nos émotions sont là pour nous permettre d'être en mouvement. Donc, qui n'accepte pas ces émotions, qui ne veut pas l'exprimer, déjà reste figé. Et concernant les mouvements physiques, peux-tu nous en dire plus? Le mouvement physique, en fait, c'est quoi? Vous pouvez marcher dans la nature, vous pouvez reconnecter à la danse, vous pouvez reconnecter au chant, vous pouvez reconnecter à des étirements doux ou à, en fait, n'importe quelle pratique qui permet à votre corps de vous mettre en mouvement, permet ici les libérations à condition, il y a toujours une condition, que ce mouvement-là soit conscient. Si vous mettez à courir et que vous allez vous dire tiens, je me mets à courir pour me défouler et que vous mettez une musique aux oreilles et que vous courez, vous n'écoutez pas trop ce que votre corps va vous dire au moment de courir, et ben en fait la libération va pas être
j'ai envie de dire, effective, parce qu'en fait, vous vous mettez en mouvement, mais vous allez un petit peu être, j'ai envie de dire, brutaliser le corps. En fait, il y a cette notion de... tous les sports ne sont pas libérateurs. Si vous partez dans une optique de générer de l'adrénaline, du cortisol à fond, et que vous challengez, ou si vous dites, ah, tiens, je vais faire du sport parce que je veux perdre du poids, ben, le corps, il va se dire, mince, alors, elle veut me faire perdre quelque chose. Donc déjà, il ne va pas être d'accord. Résistance, paf, figement. Et en plus, si vous vous mettez à courir et que vous dites, allez, je vais aller me défouler, il faut que je cours parce que je ne vais pas prendre un poids, parce que j'ai mangé un burger, parce que je... Bref, le mouvement, il n'est pas conscientisé dans la notion d'intégrer, dans la notion de mouvement, parce que le mouvement, c'est la vie, en fait. Il est intégré dans « je veux faire ça pour ça ». En fait, le mouvement, il est naturel, on est bipède tout au long de la journée. Si on prend conscience que juste descendre ces escaliers, c'est se mettre en mouvement, on se met en mouvement naturellement dans notre vie, en se disant « ok, je descends mes escaliers », mais en fait, je suis en train de mettre mon corps en mouvement pour l'aider à libérer ce qui doit être. Il n'y a pas forcément de pratique particulière. Et après, nous, on a souvent tendance à suivre les modes, les effets de mode. On va se connecter à faire du yoga parce qu'on voit qu'il y en a qui font du yin yoga. On va se connecter à la danse. Bien évidemment, il y a des pratiques, elles servent, toutes ces pratiques-là. Je ne dis pas le contraire, mais s'obliger à les faire pour un objectif mental et pas pour un plaisir physique, à mon sens, ça n'aurait pas d'impact. Comment définirais-tu un bon thérapeute? Alors, pour moi, un bon thérapeute, c'est une personne, en fait, déjà, qui n'est pas dans le jugement. C'est une personne qui décide d'accompagner l'autre sur son chemin sans mettre en miroir sa propre vie. Parce que comme on avance toujours en effet miroir, il peut y avoir j'ai envie de dire, cette tendance à se projeter dans l'histoire de l'autre. Et en fait, quand on commence à dépasser cette limite-là, ben en fait, c'est plus l'autre qu'on vient aider, c'est soi. Donc en fait, le thérapeute, pour moi, c'est quelqu'un qui pose à côté ce qui lui appartient et qui décide en fait d'être neutre par rapport à ce qu'il reçoit de l'autre, mais de le guider, aller à la rencontre de soi, aller se découvrir en fait avec plus de souveraineté. Alors qu'est-ce que j'appelle souveraineté? C'est reprendre son pouvoir, sa présence et se dire en fait que moi, en tant que thérapeute justement, je ne suis pas là pour guérir, pour le guérir, je ne suis pas là pour résoudre ses problèmes. Je ne guéris personne, je ne résous les problèmes de personne si les personnes elles-mêmes ne veulent pas les résoudre elles-mêmes. Donc en fait, pour moi, c'est ça un bon thérapeute, c'est celui qui ne va pas déjà rendre dépendant la personne en face. C'est celui qui va poser un cadre neutre et c'est celui qui va se dire, ok, ce que la personne vit, ce n'est pas ce que moi j'ai vécu, donc je n'ai pas à soumettre mon avis, en tout cas personnel, sur la vie de la personne. Parce qu'on peut très vite, en fait, il est très fin, ce film-là, de se dire, ok, en fait, elle peut ressentir ça, mais la personne, elle est là, on lui pose la question, en fait. Donc, il y a vraiment je trouve ce risque-là qui est souvent très vite... ce film qui est très vite enlevé. Et parfois, c'est ça aussi qui peut rendre les gens dépendants et se dire, bon, tiens, il m'a dit ça. Faut pas oublier quand même qu'on accompagne des personnes des fois qui sont souffrantes. Donc, qui dit souffrance dit en fait qu'on a la sensation d'être seul, de se sentir impuissant. Donc, en fait, quand on va voir un thérapeute, qu'est-ce qu'on fait? On met toujours en fait le thérapeute sur un piédestal. Non. En fait, on est exactement au même niveau. Sauf que là, nous, on est là en fait pour guider. Guider, ça ne veut pas dire on reprend le pouvoir de la personne, ça veut dire en fait que on aide la personne à se souvenir qu'elle a aussi du pouvoir, qu'elle a aussi une puissance et qu'elle peut, elle, se remettre au volant de sa voiture. Je prends toujours cet exemple-là. Donc, pour moi, c'est ça un bon thérapeute. Y a-t-il des situations dans lesquelles tu refuses d'intervenir en tant que thérapeute? Oui, justement. Je refuse d'intervenir quand je sens qu'au moment de l'anamnèse,
au début de la séance, quand on discute un petit peu de la problématique que la personne rencontre, qu'on discute un petit peu sur sa vie, quand je me rends compte en fait que la personne est dans une déresponsabilisation. Alors, pourquoi je refuse ce type de séance-là? Parce que si la personne commence à me dire, j'ai vu tel thérapeute, la séance avec lui a été nulle, machin truc, de toute façon c'est la responsabilité, à chaque fois c'est la faute de ma mère, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Alors déjà, je vais observer la gestuelle physique, je vais moi ressentir, je ne lis, alors ça je tiens à le préciser, je ne lis en personne, comme dans un livre ouvert, je ne ressens que ce que la personne m'autorise à ressentir. En tout cas là, moi je parle de la conscience de l'âme, je ne parle pas de la conscience de l'ego. Donc en fait, si moi je perçois que la personne peut remettre tout entre mes mains et en même temps m'accabler de tout, je refuse la séance. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je reprends son pouvoir et donc ça ne sert à rien. Je ne peux pas l'accompagner. Voilà, tout simplement. Comment envisages-tu l'évolution de ta pratique dans un futur proche? Merci beaucoup pour la question. Alors, ma pratique va évoluer en fait parce que je vais de plus en plus me diriger vers le collectif. Pourquoi je vais de plus en plus me diriger vers le collectif? Parce que les libérations en collectif sont de plus en plus puissantes. On demande, alors quand je dis on demande, les énergies actuelles en fait nous apportent des opportunités de libérer, j'ai envie de dire en masse. Et en fait, quand on parle de libération en masse, ça veut dire que parfois, vous savez, vous pouvez prendre du temps à aller à votre rythme, dans votre propre libération. Et en fait, les libérations collectives permettent souvent de non seulement gagner du temps, mais aussi de gagner en puissance. Donc, en fait, d'enlever plusieurs couches à la fois. Ça bouscule dans le corps, ça bouscule dans la vie. Donc, il faut être préparé à accueillir ça, bien évidemment. Mais ce que je trouve aussi important de comprendre dans les accompagnements collectifs, c'est que dans la façon dont moi je vais vous accompagner, c'est que je vous mettrai à disposition une plateforme sur laquelle vous aurez votre espace membre. Et en fait, vous avez la possibilité de recevoir le soin quand vous voulez. Et ces soins, en fait, sont intemporels. Donc, ça veut dire que si vous voulez vous connecter au moment du soin, il aura autant de puissance que si vous décidez de vous connecter 2 jours après le soin ou 3 jours après le soin. Et en fait, ces soins-là vont être intemporels et puissants. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de ce que vous vivez, ça va être tout le temps des soins à thème. En fonction de ce que vous vivez aujourd'hui, cette année, en fonction de ce que vous allez vivre dans un an, vous pourrez y revenir. Ça sera là pour vous, en fait. C'est pour pouvoir vous donner la possibilité d'enlever couche par couche, à votre rythme, avec la puissance du collectif et avec aussi la rapidité, j'ai envie de dire. Quand je parle de rapidité, je veux pas vous dire que ça va aller vite, ça va aller en fait à votre rythme. Mais ce rythme-là, vous devez être souverain de vous dire, j'ai envie de le faire à ce moment-là, je n'ai pas envie de faire à ce moment-là. Moi, je ne suis pas, je ne peux pas vous dire, c'est mieux de faire comme ça, c'est mieux de faire comme ça. Je peux le ressentir. Mais si je vous dis aujourd'hui, mange de la carotte, mange de la pomme, alors que vous n'avez peut-être pas envie de manger ni de pommes ni de carottes, ben en fait, c'est comme si vous étiez un enfant. Donc en fait, vous ne reprenez pas votre pouvoir alors que vous êtes une personne indépendante, autonome et surtout puissante, puissante de cette souveraineté et de cette présence-là. Donc reprenez ça et vous dites-vous en fait, je veux me ressentir. Et parce que je veux me ressentir, ben là, je ne sens pas que c'est OK pour moi. OK. Je sens que ça sera peut-être dans 3 semaines, dans un an. Et vous pouvez aussi avoir cette envie profonde de prendre cet accompagnement collectif et vous dire, oh finalement, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris ce truc-là. C'est OK. Ça veut dire que peut-être que vous avez pris ça parce que vous en aviez besoin, mais peut-être que ce besoin-là pourra se faire ressentir dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 3 mois, et ça sera toujours là pour vous, en fait. De toute façon, moi, je reste toujours présente, mais sachez que les soins collectifs, vous avancez à votre rythme, avec la puissance du collectif, mais aussi avec la possibilité de vous dire, je suis maître de mon chemin, je suis maître de mon véhicule. Quand je parle de véhicule, je parle du corps. Donc toujours le mouvement en fait. Et quand je parle de mouvement, je ne parle pas forcément du corps, je parle aussi de la vie. Donc voilà.
Concernant la fratrie, quelle place occupons-nous dans les mémoires familiales? Question très intéressante qui revient souvent. Alors, dans la fratrie, en fait, on a tous plus ou moins une place en fonction des fausses couches, en fonction des avortements conscientes ou inconscientes. Je vais d'abord reprendre un petit peu le cas général. Le premier enfant, en général, va porter l'énergie de son papa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme, en décidant de s'incarner sur Terre, elle vient décider d'avoir une évolution d'âme, une évolution énergétique, ouais, je peux dire ça comme ça, même une évolution de vie en lien avec les mémoires léguées par le papa. Le deuxième enfant, lui, va venir en fait avec l'énergie de la maman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement la même chose en lien avec la maman. Et le troisième enfant, lui, cette âme-là, vient choisir en fait de s'incarner avec les problématiques. Alors quand on parle de mémoire, on parle de problématiques, mais bien évidemment en libérant, on active les ressources. Il n'y a pas que les problématiques. Et en venant en fait travailler en lien avec le papa, en venant travailler en lien avec la maman. Et après, lorsqu'on est en 4e position, on reprend en fait la position du premier enfant. Lorsqu'on est en 5e position, on reprend la position du deuxième enfant. Lorsqu'on est en 6e position, on reprend la position du troisième enfant. Et après, vous suivez le déroulé. Maintenant, j'aimerais quand même aborder le cas des jumeaux. Le cas des jumeaux, en fait, si vous voulez, quand il y a des jumeaux dans une fratrie ou qu'il n'y a que des jumeaux, celui qui va être identifié comme premier enfant, c'est celui qui sort du ventre de la maman en premier. Et souvent, en médecine, on conçoit que celui qui sort du ventre en premier, c'est celui qui a été conçu en deuxième. Ça, c'est la médecine. Celui qui travaille en lien avec les mémoires de papa, c'est celui qui sort en premier. Celui qui travaille en lien avec les mémoires de maman, c'est celui qui sort en deuxième. Et les triplés, vous reprenez l'ordre. Maintenant, par rapport aux enfants adoptés aux enfants adoptés. Quand c'est dans une famille qui n'a jamais eu d'enfant, l'enfant va porter la mémoire du papa si c'est le premier, la mémoire du deuxième si c'est la maman, la mémoire du couple si c'est le deuxième. Et pour un enfant qui sera adopté dans une famille où il y aurait déjà des enfants, en fait, c'est au moment où il arrive, la place qu'il occupe dans la fratrie. Donc ça veut dire que si jamais cet enfant-là arrive, qu'il est par exemple plus vieux que le premier et qu'il a été adopté après la naissance du premier, il portera l'énergie de la maman. Et ensuite, s'il y a d'autres enfants, on suit le même déroulé. Merci Manuela pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Merci beaucoup, ça m'a fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. Merci.